Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Partagez, commentez, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Bonjour, bonsoir DMG. Cela va dépendre de là à laquelle tu vas jouer mon audio. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Salut à toute la grande famille DMG. Je viens encore raconter une histoire. Et cette histoire m'a été racontée par un pasteur. C'est l'histoire d'une maman. Et selon les dires de son mari, elle se portait très bien. La maman se portait très bien, elle n'avait pas de problème de santé. Et soudainement, la maman pique une crise. Elle tombe et s'évanouit complètement. Immédiatement, son mari l'envoie à l'hôpital. Je signale ici que le couple était au village. Donc, arrivé à l'hôpital, l'infirmier vraiment les reçoit et il fait ce qu'il peut faire pour la maman, mais n'ayant pas assez de matériel pour faire plus d'examens, il demande à ce qu'on évacue la maman à la capitale. Et c'est ce qui a été fait. Donc la maman a été accompagnée par son mari. Elle est arrivée là-bas, on la reçoit bien. Il y a même un docteur qui a commencé à la suivre. Et au bout de 3 jours, sa santé a commencé à s'améliorer. Vraiment, il n'y avait plus de problème, il n'y a plus de danger. Le docteur même a dit comme ça qu'il devait la libérer, mais comme elle n'est pas en ville, comme elle n'est pas la capitale, qu'elle se trouve au village, il allait la garder un peu en observation. Voilà. Donc, 4 jours après, il y a les soeurs de la maman qui appellent le mari. Pour lui dire, on a appris que notre soeur ne se sent pas bien, qu'elle est hospitalisée. Donc, comme on sait que tu es seule là-bas, on va venir vous rendre visite. Et puis, comme ça, on sait que c'est pas facile. Toi, seul avec la malade, c'est pas facile. Donc, on va venir vraiment t'aider un peu. On va venir rester auprès de notre soeur aussi. Là, comme ça, tu auras le temps de te reposer. Donc, le papa n'a pas trouvé d'inconvénient, puisque ce sont ses belles soeurs, ce sont les soeurs de sa femme. Il n'a pas trouvé d'inconvénient. Il dit, ok, donc venez. Dans le 5e jour, les mamans sont arrivées. Mais dès qu'elles sont arrivées, la situation de la maman a commencé à s'empirer. Le docteur même était étonné. Le docteur même qui suivait la maman était étonné. Il dit, mais ça c'est quelle histoire? Cette patiente allait bien. Je voulais même la libérer. Mais comme elle ne vient pas d'ici, elle ne réside pas ici. Donc je dis que je vais la garder un peu en observation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis sa situation s'est empirée. Le mari même aussi a commencé à avoir peur. Il a commencé à se poser les mêmes questions. Donc maintenant, le mari appelle son pasteur. Il dit, pasteur, il essaie d'expliquer un peu l'histoire. Il dit, pasteur, c'est ce que je vis ici avec ma femme. Je ne comprends pas. J'étais ici avec elle, il n'y avait pas de problème. Mais vraiment, depuis quelques jours, je ne comprends pas vraiment. Le pasteur dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais venir te soutenir. T'inquiète, Dieu va faire. C'est comme ça que le pasteur arrive à la capitale et se dirige dans l'hôpital où la maman est internée. Et arrivé là-bas, il va commencer à prier. Maintenant, le pasteur lui remarque quelque chose. Et il fait part au mari de la maman. Il dit, mais tu n'as pas remarqué que chaque
10 minutes, ta belle-sœur va uriner. Tu n'as pas remarqué. Le mari dit oui. Maintenant que tu en parles, c'est vrai, mais j'étais tellement perdue que je n'ai pas compté d'importance à ça. Il dit ok, prions. Donc ils se sont mis en prière, plutôt ils ont commencé à prier. Et Dieu maintenant va révéler au pasteur que, en réalité, les médicaments qu'ils ont mis dans la perfusion de la maman, c'est ça que sa soeur là prend mystiquement. Elle met sur elle et puis elle va verser ça dehors, elle va uriner. Voilà pourquoi la situation de la maman a commencé à s'empirer, parce que le médicament qui devait rentrer dans le corps de la maman pour la guérir, là, ce médicament-là, ou bien ces médicaments-là, sa soeur prenait pour mettre sur elle, elle prenait mystiquement et puis elle partait jeter ça dehors, elle partait uriner. Donc du coup, le médicament ne pouvait plus rentrer dans son corps. Donc voilà pourquoi la situation, voilà pourquoi l'état de santé de la maman a commencé à s'empirer. Donc ils ont commencé à prier, le feu. Au bout d'un moment, la maman qui sortait pour aller uriner a commencé à se sentir mal. C'est-à-dire qu'elle dit que mais c'est quoi ça? Mais il fait chaud. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il fait chaud. Alors que je signale, je précise que la chambre dans laquelle la maman était internée, là, la chambre là était climatisée. Mais la femme là commençait à se sentir mal à l'aise, au point où elle a demandé à partir. Donc elle demande à partir. Ils n'ont rien dit. Ni le mari, ni le pasteur, ils n'ont rien dit. Et puis elle est partie. Donc ça veut dire que sa mission là, elle n'a pas pu accomplir sa mission. Et puis elle est partie. Quand elle est partie, quelque temps après, elle a commencé à tomber malade et elle avait les mêmes symptômes que sa soeur jusqu'à ce qu'elle meure. Ça, c'est la fin de mon histoire. Ok, c'est pour dire que chez nous en Afrique ici, là, quand quelqu'un est malade, là, presque tout le village ou bien toute la famille s'emmène rien que pour une visite. Quand quelqu'un est malade, une seule personne peut rester auprès du malade. Une seule personne, ça suffit déjà. Mais tu vas voir que les gens vont encombrer les chambres, ou bien la chambre du malade, ou bien au point où la personne même a du mal même à respirer. Vraiment. Je veux que cette histoire nous serve de leçon. Voilà, on ne sait pas qui est qui. Et puis l'ennemi n'est jamais loin. Donc très sincèrement, servons-nous de cette histoire. Vraiment, ça m'a touché. Quand il m'a expliqué, ça m'a touché. J'ai vu que vraiment, même ta soeur, même ta mère, la personne même à qui même tu as le plus confiance, c'est la personne qui va te faire du mal. Donc, restez concentré dans la prière. Quelle que soit ta religion, prie ton Dieu. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à tous les spectateurs, ceux qui sont là. Je dis bonsoir. Partagez, likez et laissez vos commentaires. Encouragez le groupe. Alors, je vais vous laisser cette histoire. C'est l'histoire, on va l'appeler les au revoir d'un grand frère. Alors, l'histoire se passe dans ma propre famille. Hein. C'est dans les années... c'était dans les années 2009, par là. 2009-2010. C'était le fils à une de mes tantes. Alors, le fils à mon cousin, quoi. Je peux dire mon cousin. Mon cousin était ici, vivait à Libreville, tranquille. C'est comme ça qu'il était à l'université. Hein. Ayant un peu de galère à l'université, en tirant un peu le diable par la queue et tout ça.
il s'est décidé, il s'est dit, bon, il va aller rester au village, il va monter une petite histoire, il va monter une petite entreprise, il va devenir vulgarisateur au village et tout ça. C'est comme ça que il essaie un peu de faire des économies, il essaie un peu de grouiller ici à Libreville, il a quand même mis quelque chose de côté. Et il a fait asseoir ses beaux-frères, ses beaux-fils, en disant, bon, moi je vais m'installer au village, moi je ne veux pas ce que je fais ici au village, à Libreville, j'ai déjà terminé à l'UB, le boulot, il n'y a pas et tout. Donc je préfère aller rester au village et tout. Là-bas, moi je suis tranquille, je ne vais pas être sur toujours, je ne vais pas dépendre des gens et tout ça. Comme c'était un gars très débrouillard. Et c'est comme ça que ses sœurs, ses tantes, nous tous, nous avons quand même, nous sommes cotisés. On s'est dit, bon, il va aller s'installer au village. Et là-bas, il aura des besoins. Malgré, même s'il a ses économies, mais on va quand même l'aider. C'est comme ça que nous nous sommes débrouillés. On a quand même pu avoir quelque chose. Et à l'époque, ils avaient lancé un petit projet, un truc dans une banque de la place, où les jeunes pouvaient aller postuler pour des bourses ou pour des obtentions de crédit pour faire pour leurs projets et tout ça. C'est comme ça qu'il dépose. Dieu merci, il a eu ce crédit-là. On lui a remis le crédit et tout ça. Il a acheté tout son matériel de vulgarisateur et tout ça. Il a acheté beaucoup de trucs. C'était comme un mini garage en fait. Il a fait tout ça. Et comme nous sommes originaires d'une province où il y a beaucoup de groumiers qui passent, donc pour lui c'était une opportunité. C'était quelque chose qui pouvait passer. Parce que il s'installe au village tranquille. On s'installait au village, il faisait son petit travail et tout ça. Et Dieu merci, il allait aussi trouver la grande sœur à ma mère qui était installée au village et tout ça. Donc, il avait sa petite entreprise, il était tranquille, il vivait sa petite vie tranquille. C'était tranquille en fait. Quelque temps après, il a commencé à avoir des problèmes avec sa mère. Je ne sais pas pourquoi. Mais d'après ce que maman dit, c'était un peu mystique. Alors, il a commencé à avoir des problèmes avec sa grande sœur, il a commencé à avoir des problèmes avec sa mère, ses sœurs. Le courant ne passait pas. Mais la tante, la sœur à ma mère, là, elle avait un dernier garçon. Un dernier garçon qui n'était pas là, qui a bien fait, qui a eu un bon cursus scolaire, mais qui, lui, a eu l'opportunité de sortir du Gabon. Donc, il est allé continuer ses études ailleurs. Donc, il était là, tranquille, il n'y avait pas l'entente. Il a même quitté la maison familiale, il est allé rester chez un autre de ses frères là au village et tout, mais toujours avec sa petite entreprise. Et c'est comme ça qu'en allant dans un autre village, la voiture le percute. Donc, il fait un accident et tout ça et tout. L'entreprise de ce chauffeur qui l'a percuté, l'entreprise a pris tout en charge et tout, toute la charge. Quelque temps après, Dieu merci, il est revenu sur le village et tout ça. Mais l'entreprise a dédommagé. L'entreprise a dédommagé. Et sa grande sœur est allée prendre le dédommagement et tout ça parce qu'il était déjà au village. Donc, il a délégué une de ses sœurs à aller prendre l'argent auprès de l'entreprise et tout ça. Donc, la sœur va prendre l'argent en sachant déjà que lui et le frère, le courant ne passe pas. Elle a pris l'argent, elle est venue, elle a commencé à utiliser cet argent-là sans pourtant rendre compte à son petit frère pour dire, bon, voilà, l'argent a fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, quelques temps après, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, le frère, lui, il avait ça dans son cœur. Donc, à chaque fois que la sœur venait pendant les vacances, ne lui faisait jamais le compte rendu, ne lui faisait jamais asseoir pour dire, ah, mon frère, voilà comment l'argent a fait, voilà le peu que j'ai eu. Rien. Donc, le frère, lui, il supportait toujours ça et tout ça. Il se disait, bon, machin. Un jour, comme ça, le frère étant un peu, vraiment, il avait déjà un coup sur le nez. Donc, ce qui veut dire qu'il avait déjà bu les alcools. Ça a déclenché parce que, généralement, les gens qui sont très calmes, quand ils ont déjà bu,
C'est là où beaucoup de choses sortent de la bouche. Alors, c'est comme ça qu'il commence à faire un scandale pas possible au niveau de chez sa mère. Il dit à sa grande sœur, non, tu es allé me prendre mon argent. Voilà. Beaucoup de choses sont sorties de là, beaucoup. C'est comme ça que les sœurs ont commencé à le menacer pour dire, non, maman est déjà fatiguée. Toi, tu viens là, tu viens faire du bruit à maman. Comment tu peux faire ça et tout, machin. C'est allé dans tous les sens. Donc mon oncle, ma mère, ils ont essayé de régler le problème, d'arrêter un peu, parce que ça allait vraiment dans tous les sens, des choses se disaient. Donc c'est comme ça que pendant qu'il était en train pendant que la mère était en train de me parler, c'est comme ça que mon cousin, mon feu cousin, dit à ma mère que de toute façon, le truc que le grand-père a laissé, c'est tu n'as même pas honte. En fait, il avait dit, tu n'as même pas honte. Tu prends la chose que le grand-père a laissée pour, on va appeler ma mère Justine, pour Justine. Le truc que tu as là, le truc que tu es en train de garder là, c'est pas pour toi. Toi, tu sais que le grand-père avait laissé ça pour Justine. Donc, bon, ma mère a entendu. Bon, ma mère a fait comme si elle n'avait pas entendu et tout ça. Tout. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, c'est une autre histoire que je vais vous raconter maintenant après. Et quelque temps après, je pense 1 an ou 2 ans, le cousin tombe gravement malade et tout ça, parce que il tombe malade, ça commence à parler et tout, il quitte le village, il va dans un autre village pour essayer de se traiter, ça n'allait pas toujours, il essayait un peu de se balader, ça n'allait pas, toujours une maladie inexplicable en fait. Donc, le jour où les femmes du village vont trouver sa mère pour dire à sa mère, mais attends, tu as un enfant, tu as fait 2 garçons. Le premier, tu as fait 2 garçons. Le premier des garçons est malade. Tu vois comment l'enfant est en train d'errer dans tous les villages de la contrée pour chercher la cause de sa maladie. Toi, tu es sa mère, tu es là, si tu ne fais rien. Mais prends quand même, la mère dit qui? Moi, un enfant comme ça, moi, je ne veux plus de lui. Là, c'est un enfant maudit. Donc, la mère a commencé à profaner des propos vraiment qui ne sont pas bien quoi, pour une mère qui peut dire des choses comme ça à son fils. Donc, tout a été entendu et tout ça. Quelque temps après, il était en train d'agoniser. Donc, pendant qu'il était en train d'agoniser, son petit frère qui était à l'étranger pour ses études, se réveille le matin. Quand il se réveille le matin, il est en train il se lavait, il s'apprêtait pour aller en cours, pour aller au cours et tout ça. Parce qu'il était machin. Donc, quand il ouvre la porte de son appartement, il voit son grand frère debout. Il dit, oh, Pierre, tu fais quoi là ici? Tu m'as pas dit que tu venais ici et tout. Il dit, ah, moi je suis venu et tout ça là. Il fait rentrer son grand frère dans la maison, il fait asseoir son grand frère, il fait le café à son grand frère. Il dit à Pierre, ah, Pierre, là où tu me vois là, je suis en train d'aller au cours. Donc je vais d'abord au cours, je te laisse ici. Tu n'as même pas amené de sac et tout et tout. Pierre ne voulait pas le répondre. En fait, il n'avait pas eu puisque quand on discute, il dit qu'il n'avait pas eu le réflexe de demander comment va la famille et tout. C'est comme ça que mon cousin va à la fac. Il a passé toute la journée là-bas. Quand il revient, il trouve toujours son frère là. Mais bizarrement, quand il rentre, il trouve son frère dans l'obscurité. Il dit, mais il fallait allumer les lumières si Pierre était là. Il dit, ah, moi ça ne me dérangeait pas, j'étais assis. Mais moi ça ne me dérangeait pas. Mais lui, quand il me raconte, il dit, il se sentait bizarre en fait, mais il n'arrivait pas à expliquer. Donc c'est comme ça que le soir, il fait à manger, il mange avec son frère. C'est comme ça que son frère lui dit, ah, moi je suis venu te dire au revoir. C'est comme ça que le petit frère lui dit, mais comment ça tu viens me dire au revoir? Il dit, non, moi je suis en train de te dire que je pars. Tu vas où? Ah non, je pars seulement. Le petit frère ne voulait pas, reste tranquille et tout. Comme il aimait beaucoup s'amuser, il dit, ah, reste tranquille et tout. C'est comme ça que le cousin, ils ont fini de manger. Il a libéré la chambre. Il a fait dormir son grand frère dans la chambre. Lui, il a dormi au salon. Le lendemain matin, quand le petit frère se réveille pour aller essayer de s'apprêter dans la chambre,
Quand il regarde sur le lit, il voit le lit est vide. Il dit, comment ça? Il a commencé à appeler son frère. Pierre. Pierre n'était pas là. Il descend les escaliers, puisqu'ils habitaient dans un immeuble. Il descend les escaliers, il demande aux gens, vous n'avez pas vu un monsieur comme ça? Il dit, non, on n'a pas vu un monsieur comme ça. Il dit, comment ça? Au moment où il remontait les escaliers, pour son appartement, son téléphone portable sonne. Quand il prend le téléphone, on lui fait comprendre que non, il y a ton frère Pierre ici qui est décédé. Le frère dit, ah, ok. Il dit, comment ça qu'il est décédé? Pierre vient de quitter là tout de suite. Lui et moi, on a passé pratiquement la matinée ensemble. Je suis partie au cours, je suis revenue, je l'ai trouvé. On a passé la soirée ensemble. On a raconté, on a mangé, on s'est endormi. Il est mort quand? Non, ah, il est mort. C'est comme ça qu'on avait su que Pierre était allé dire au revoir à son petit frère. Parce que son petit frère, je pense que pour ses études, il avait pratiquement fait 7 ou 8 ans là-bas. Il se parlait seulement au téléphone, mais il n'avait plus jamais revu son petit frère. Donc c'était une manière pour lui d'aller dire à son petit frère que quand tu finiras, ou bien je suis en train de partir, tu ne vas plus jamais me voir. Et quand j'essaye de voir mon cousin en question, c'était une personne de famille en fait. Excusez-moi, je suis en train même de vous raconter ça. Excusez-moi. C'était une personne qui aimait beaucoup la famille, mais qui n'avait pas les moyens. En fait, c'était une personne qui était au courant de beaucoup de secrets de famille chez nous. Et il ne parlait pas beaucoup, mais quand il buvait, c'est là où, si tu voulais vraiment entendre des choses de la famille, tu t'asseyais à côté de lui et tu allais entendre beaucoup de choses. Il reprochait beaucoup de choses que sa mère faisait. Il lui reprochait. Mais quand il n'avait pas encore bu la journée, quand il est tranquille, machin, c'était un homme très sage qui ne parlait pas beaucoup, mais qui était beaucoup... Il aimait beaucoup la famille en fait. Et il n'y a plus une personne comme ça dans notre famille. Il n'y a plus une personne comme ça dans notre famille. C'est dommage que de là où je suis, l'âge que j'ai maintenant aujourd'hui, je me rends compte que c'est une personne, s'il vivait, il y aurait beaucoup de choses, il y aurait beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas, que je n'allais pas commettre en fait. Que je n'allais pas commettre, voilà. C'est pour dire qu'il y a des oncles comme ça. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il y a un oncle dans la famille qui n'est rien en fait. Il est insignifiant. Mais il a l'amour de la famille. Il a ce qu'on appelle le vrai amour en fait, le plus profond de son cœur. Mais il n'a rien. Il n'a rien. Il ne peut pas te donner à manger, il ne peut pas te donner à boire, il ne peut pas te donner un vêtement. Mais tout ce qu'il peut te donner, c'est son amour à lui. Et il ne peut pas te voir, il ne peut pas voir que les gens sont en train de comploter, de te tuer. Il sera là. Il sera le premier même à se battre contre ces personnes-là pour dire comment vous pouvez tuer, vous voulez tuer telle ou telle personne. Et prenez toujours soin de ce genre de personnes dans la famille. Prenez toujours soin, je vous en supplie. Ces personnes-là, ils sont insignifiants, mais quand ils partent, vous ne ressentez pas leur vide. Pendant des années, vous ne ressentez. Mais c'est 10 ans après, c'est lorsque je suis en train de vous raconter cette histoire-là, c'est aujourd'hui que je me rends compte que donc il était vraiment important dans la famille. Il y a des gens qui vous donnent leur amour, qui n'ont rien, mais c'est seulement leur amour qu'ils vous donnent. Voilà, c'est la morale de l'histoire. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Sur ce, bonne soirée, c'est une fan depuis le Gabon. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonsoir tout le monde, bonsoir DMG. Le mois de septembre, vraiment, il y a eu un malheur dans ma famille. Ma grande soeur a fait un enfant avec un monsieur. Bon, les deux vivaient ensemble d'ailleurs. Et le monsieur
il est allé dans son village pour les élections municipales. L'histoire est courte, l'histoire n'est pas longue. Il allait pour les élections municipales. Son père ne vit plus. Et les deux épouses de son père, son père avait plusieurs femmes. Les autres sont décédés. Il ne reste que deux épouses. Et les deux épouses sont là. Le vieux a laissé 2 villas. Il les mettait, quand il vivait, il avait mis ces 2 villas en location. Et les fonctionnaires qui venaient dans la petite ville, ils occupaient ça. Mais depuis son décès, le fils, l'héritier, qui est mon beau, n'a pas encore décidé. Et il allait pour les élections. Les élections finies, le jour même les élections sont finies, bon, lui, son candidat a perdu, il n'a pas été élu. Le soir, il est rentré à la maison, il a demandé à ce qu'on chauffe de l'eau pour lui. Ces mamans-là, il y a l'une d'entre elles, la plus petite, a chauffé l'eau. Ils lui ont donné, il a fini de se laver, il est rentré se coucher parce qu'il a dit qu'il sentait un peu la fatigue, qu'il allait se coucher. Il allait se coucher. Jusqu'au lendemain, personne ne l'a dérangé. Jusqu'au lendemain, on vient, on tape. Il est très matinal, mais le gars ne s'est pas levé. Jusqu'à 8 heures, ils sont allés taper à sa porte. On tape, ça ne répond pas. Ils sont venus, ils ont défoncé la porte. On rentre. Mon beau est couché. Il n'est plus de ce monde. Le monsieur est mort. Donc, il a 10 enfants. Je dis bien, le monsieur a 10 enfants, il a la retraite. Un adulte. Tellement ça a été un choc pour toute la famille. Quelqu'un qui se portait très bien. Vraiment, ces enfants ont couru pour venir. Ils ont quitté la capitale. Ceux qui sont hors d'Abidjan, tout le monde se sont déportés au village là-bas. C'est une sous-préfecture. Ils sont allés voir pour mettre le corps de leur papa à la morgue. Et vraiment, ça n'a pas été facile pour ces enfants. Tellement ces enfants l'aimaient bien, le papa. Et ils étaient surpris de voir que leur papa meurt dans ces conditions-là parce qu'il n'avait absolument rien. Il était là, il se portait très, très bien. Donc, les enfants ont décidé, ils se sont réunis, ils ont décidé que non, que ça, ils n'allaient pas laisser ça comme ça. Qu'il y avait anguille sous roche. Donc, ils ont décidé de faire venir une guérisseuse. Et chez nous, les guérisseuses, là, bon, vraiment, elles combattent. Il y a des guérisseurs aussi, elles combattent les sorciers. Donc, ils sont allés voir une dame du nom de Vis-à-vis. Et la dame, elle a dit qu'elle pouvait... eux, ils n'ont pas demandé à ce qu'elle vienne désigner quelqu'un, mais que de faire un travail pour que on puisse faire le retour à l'envoyeur. La personne qui a tué leur père puisse partir avant leur papa. Donc, la femme, elle a été déplacée. Ils l'ont déplacée, elle est allée au village. Elle a fait la cérémonie. Elle a enterré un médicament en parlant pour dire que dans cette cour-là, vous faites la sorcellerie. Depuis longtemps, vous pratiquez la sorcellerie. Vous tuez des gens et personne ne réagit. Mais là, vous êtes arrivé à votre terminus. Ce monsieur que vous avez tué, qui n'avait rien, qui vous a rien fait, dites-vous que vous allez l'accompagner. Puisque ce soit une seule personne, plusieurs personnes, ils vont tous l'accompagner. Quand elle a fini de faire le médicament, elle a enterré ça. Elle a demandé qu'il fasse un sacrifice d'un chat noir. Ils ont cherché un chat noir. Elle a parlé sur le chat, fait des incantations. Je dis tout le monde, tous les membres de la famille, tous, même les passants, tout le monde devait chicoter ce chat-là. Ils ont frappé le chat. Le chat pleurait, hurlait. Il a chié sur lui, il a fait pipi sur lui. Excusez-moi, hein. Ça faisait tellement pitié, ils l'ont tapé jusqu'à mort. Le chat est mort. Et ils ont jeté le corps du chat. Je ne sais pas s'ils l'ont enterré ou bien jeté. Mais c'est qu'il y a sur l'un des deux. En tout cas, ils ont jeté le corps du chat. Et après quelque temps, je vous assure, mes amis, 2 semaines plus tard, moi, j'étais à la veillée, vendredi, je suis passée. 2 semaines plus tard, on nous appelle. L'une des femmes du vieux, l'une de ses belles-mères, elle a commencé à crier, en train de hurler. De la même manière, le chat noir faisait. Quand on le chicotait, il se débattait, il luttait. Pleurait la femme, là, pleurait comme ça, en train de pisser. Elle pissait sur elle chiait sur elle faisait des grimaces. Elle faisait...
La même réaction que le chat a eu, c'est la même réaction que cette dame-là a eue. À la fin, elle est morte. Et ils ont demandé que personne ne coule les larmes, ne pleure pour elle. Ils sont allés l'enterrer comme un animal. Actuellement, mon beau sont quoi à la morgue? C'est le vendredi prochain, la levée et la veillée. En même temps, samedi, son enterrement. C'est tout. Voilà mon histoire. Bon, ce que je peux donner comme conseil, les sorciers là, vraiment, ils disent qu'ils sont forts aussi, mais ils ont des anti-sorciers aussi. Mais le dehors est dangereux. Faites très attention, mes chers amis. Ne vous oubliez pas. Tout ce que vous pouvez faire, que ce soit la prière, pour ceux qui croient en Dieu, qui prient, doivent prier. Pour ceux qui se protègent, qui se protègent. Mes chers amis, c'est mon histoire ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. Bonjour DMG, alors c'est ma première fois d'envoyer une histoire ici. J'aime beaucoup votre concept, c'est une amie qui m'a permis de découvrir et franchement c'est très édifiant, c'est très important parce que ça permet d'édifier les gens, de sensibiliser et tout. Alors je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de ma mère parce que elle a beaucoup d'histoires. Pour mettre un peu de contexte, ma mère c'est quelqu'un qui est, je dirais, spécial parce que elle a beaucoup de miracles dans sa vie, beaucoup de choses un peu extra. Peut-être je vous raconterai plusieurs de ces histoires, mais je voulais partager celle-ci avec vous. Alors, ma mère, il faut savoir qu'elle était infirmière à l'époque. Et elle a travaillé dans un dispensaire d'une ville du Cameroun. Et dans ce dispensaire-là, elle avait une collègue qu'elle aimait vraiment beaucoup. Genre, c'était sa copine, quoi. Genre, je me rappelle quand on était petits, chaque fois qu'on allait à la messe, après la messe, on allait chez la dame prendre le petit déjeuner. Je vais l'appeler Tantine Awa pour un peu vous dire d'où elle vient. Parce que elle venait du nord et nous sommes du centre. Donc chaque dimanche après la messe, on allait parfois chez Tantine Awa. Elle faisait le petit déjeuner, mais très gentille, je le dis, d'une gentillesse incroyable. Donc après, ma mère avait une promotion. Elle avait été promue infirmière chef. Et tout s'est bien passé, mais elle me dit qu'elle avait su que Tantine Awa n'était pas très contente pour elle, tu vois. Mais elle s'est dit que bon, après c'est normal parce que ma mère est venue après elle, mais ma mère était mieux formée qu'elle. Donc pour elle, c'était légitime que ce soit elle qui soit nommée infirmière chef parce que elle était là depuis, mais en fait, c'était pas forcément ça qu'on avait pris. On avait pris par rapport à la formation et tout. Donc, bref, l'histoire est passée. Il n'y a pas eu de soucis. Bref, elle a boudé un peu. Après, c'est passé. Maintenant, ma mère a commencé à être malade. Elle était tout le temps malade. Chaque fois qu'elle venait au travail, elle était malade. Bref, elle se sentait pas du tout bien. Donc après, elle a commencé à avoir des problèmes d'os. Je sais pas comment vous expliquer. Elle avait l'os entre la jambe et la hanche qui se rongeait. Ce qui fait que ça s'est tellement rongé qu'elle avait du coup une jambe plus courte que l'autre. Donc ma mère boitait. À un moment, elle boitait vraiment. Ça devenait tellement grave qu'on a voulu même l'évacuer, l'envoyer en haut pour l'opérer. Mais sauf qu'elle avait fait un mauvais rêve dessus. Elle a dit non, elle ne part pas et tout, elle est restée. Mais les médecins lui ont proposé de chercher une ville près de la mer où elle pouvait vivre, que l'air marin est bien pour les eaux, les trucs. Bref, on lui a donné plusieurs recommandations. Et vu que ça n'allait plus, elle a décidé de partir. Donc on avait déménagé. On est parti dans une autre ville où il y avait la mer, quoi. Donc on a déménagé. Donc cette histoire se passe, j'avais peut-être
moi j'étais petite, donc je savais pas. C'est plus tard qu'elle m'a raconté. Maintenant, plusieurs années plus tard, dans la nouvelle ville où on habitait, j'avais environ 14 ans. Une fois, ma mère me dit « Ah, accompagne-moi chez le voisin et tout et tout. » Elle avait un ami, un voisin, chez qui elle partait souvent parfois passer un peu de temps avec lui et sa femme et tout. Donc, elle me dit, elle va aller chercher, je sais pas ce qu'elle devait prendre chez lui, et du coup, je l'ai accompagnée. On arrive chez le monsieur. Le monsieur a, comment dire ça? Il commence à parler avec ma mère, ça comment va, machin. Après, il dit que, il a son marabout qui est là. Ma mère bug d'abord que marabout. Comment ça ton marabout? Il dit que si, que, madame, le débat est risqué, moi je blague pas. Moi je me protège, c'est très important, surtout comme je fais les business et tout. Franchement, je ne blague pas. Il est très très fort, il soigne bien, machin. C'est un homme vraiment, quoi. Il faut un peu voir. Peut-être même ta jambe, que tu as mal à la jambe, là, peut-être c'est un problème spirituel. Ma mère dit que non, c'est un problème médical, c'est pas spirituel et tout. Je ne pense pas qu'il va avoir quoi que ce soit. Le monsieur dit que ouais, tu ne paies rien. En plus, lui, on ne lui donne même pas l'argent. Il peut même te consulter. C'est à mes frais. Je vais le gérer. Il n'y a pas de problème. Ma mère dit que non. Il dit que ouais, il n'y a rien. Tu ne paies rien. Il est là et tout. Et le monsieur directement sort de sa chambre. Il nous salue et tout. Un vieux, un papa. Il s'assoit. Un papa qui venait aussi du Nord. Et le papa là, direct même, genre, il a suivi la conversation. Il a regardé maman et dit que je peux vous dire qui vous a fait ce que vous avez à la jambe. Maman et moi se regardent genre en mode qu'est-ce qu'il raconte, parce que en vrai ma mère est très 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 pieuse et les trucs des marabouts là elle prend avec des pincettes. Donc elle dit comment est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai et tout. Il prend. Après, il dit qu'en tout cas, il part dans sa chambre, il revient avec une espèce de... Comment on dit ça? Comme la peau de bœuf, comme les trucs des Samaras, les Camerounais qui sont là vont comprendre. Genre comme un truc plat, mais qui peut s'ouvrir, qu'on a plié, mais fait à base de peau de bœuf, un peu comme du cuir, un peu comme les Samaras là. Donc il a sorti un truc comme ça, mais c'est plié en deux. Et c'est du genre, quand il pose une question au truc, je vous jure, je l'ai vu de mes propres yeux, ça s'ouvre seul. Donc pour dire oui, ça s'ouvre. Pour dire non, ça reste fermé. Incroyable. Du coup, le monsieur demande au truc, est-ce que la maladie de ma mère est simple? Ça reste fermé. Est-ce que c'est un proche qui a fait? Ça fait oui, ça s'ouvre. J'étais choquée. Moi j'avais 14 ans, j'étais choquée. J'arrêtais ma mère comme ça, que mais c'est quoi ce truc en fait? Du coup, il commence à parler. Et il faisait ça là, genre comme du jeu, hein, genre c'est pas genre caché quelque part ou quoi. Non, on était juste là au balcon et tout. Il faisait ça juste comme ça. Il a posé des questions. Après, il parlait en langue. Et puis, à la fin, il dit à ma mère que, en fait, c'est une de vos amies qui vous a fait ce que vous avez. Et elle a fait depuis longtemps. Il dit qu'il connaît parce que c'est une spécialité de chez lui aussi, que les gens lancent. Genre, on te lance pas un truc brutal pour mourir. On te lance une maladie lente qui va te bouffer à petit feu. Donc, en fait, le but, c'était que ma mère devienne complètement infirme. Donc, ça allait ronger jusqu'à ce que sa jambe craque complètement. Et il devait avoir d'autres complications. Enfin, bref, le but, c'était qu'elle souffre, franchement. Donc, ma tête était dépassée. Moi-même, j'étais dépassée. On reste là. Et puis le monsieur dit que de toute façon, vu que vous êtes déjà très pieuse, il fallait juste en fait que vous sachiez
C'était quoi votre problème? Et le Dieu que vous priez va vous sauver. C'est tout ce qu'il a dit à ma mère, qu'il ne va pas lui donner un traitement ou qu'il va... Bref, il sait qu'elle va prier et que ça va passer. Maintenant qu'elle sait ce qui s'est passé, ça va passer. Et il nous dit que quand vous allez rentrer, vous allez trouver la photo de la femme qui vous a fait ça sur votre chevet. On a fini, on est rentré. Sur la route, ma mère me dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle est sûre que c'est la tata Awala. Parce que c'est là qu'elle me raconte donc, en fait que quand elle avait eu la promotion, elle n'était pas très contente. Donc si il dit une collègue de travail comme ça qui était amie à elle, machin, il n'y a que elle qu'elle voit. Et net quand on rentre à la maison, au chevet du lit, parce que le matin, maman a fait le ménage, elle a rangé les trucs, les anciennes photos, les machins. Il y avait une photo qui est restée dehors. La photo où elle était avec la tata là, posée au chevet. Claire et nette. J'étais dépassée en fait. Donc, c'est passé. La partie encore la plus incroyable, c'est que le soir, du coup, ma mère fait une prière, elle prie, elle remet entre les mains du Seigneur, elle dort. Quand elle dort, elle rêve que elle est sur une table d'opération et qu'on lui opère la hanche. Et il y a son oncle, pour vous dire, elle avait un oncle qu'elle aimait beaucoup et une tante à elle aussi qu'elle aimait beaucoup, qui chaque fois qu'elle a des problèmes et qu'elle prie, les deux là, ils viennent l'aider. En fait, pour ces deux là, je vais encore raconter d'autres histoires si j'ai le temps, un de ces quatre. Chaque fois, ils viennent l'aider. Donc, elle rêve qu'elle est sur une table d'opération et il y a 5 personnes. Il y a son oncle là, sa tante là et d'autres personnes qu'elle ne connaît pas. Et je vous jure, le matin, ma mère se réveille avec une tache. Comme une tache, vous voyez une cicatrice de petite brûlure un peu claire, plus claire que sa peau, où elle est arrivée quand on l'a opérée. Et tenez-vous prêts, ses jambes sont OK. Elle ne boite pas. C'est pas, je suis pas en train de mentir ou d'inventer ou de quoi. Ma mère ne boite pas jusqu'aujourd'hui. Elle est intacte. On allait faire des radios. Elle n'a rien. Donc, en fait, je sais pas, la leçon de l'histoire, c'est la foi, de faire attention aux personnes avec qui on traîne et de savoir aussi que les morts ne sont pas morts, ou bien ils sont morts, mais en fait, les personnes, nos ancêtres, ou bien les gens de nos familles, ils veillent sur nous aussi. Donc, enfin, cette histoire a plusieurs enseignements. Je pense que chacun pourra tirer l'enseignement qu'il veut de cette histoire. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Likez, partagez, et puis bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Likez, partagez, abonnez-vous parce que c'est pour sauver des vies. Je voudrais aujourd'hui raconter mon histoire. C'est une histoire réelle que j'ai vécue il y a environ 8 mois. Je suis un personnage public dans mon pays, donc un personnage politique. Et une fois j'étais hors du pays, je reçois un coup de fil d'un jeune homme que je ne connais pas, qui m'appelle et qui me pose un problème d'ordre social. Il avait besoin d'argent, que je l'assiste financièrement, parce qu'il avait sa sœur à l'hôpital et il n'avait pas les moyens de payer ses médicaments. Et étant à l'étranger, je lui fais un mobile money, donc un transfert d'argent par mobile money. Et puis après, bon, ça passe, comme j'en ai l'habitude en fait. Donc je ne vais pas chercher non plus à savoir comment est-ce qu'il a eu mon numéro, parce que j'ai un numéro effectivement sur lequel beaucoup de personnes peuvent m'appeler. Et donc quand je rentre de l'étranger, il me recontacte pour me dire merci. Je lui dis ok, mais il n'y a pas de problème, voilà, c'est bon et tout. Après il commence à m'envoyer des messages de temps à autre, des messages pour me dire qu'il m'apprécie énormément,
qu'il me suit un peu, qu'il apprécie mes idées, que je représente un peu également un modèle pour lui et tout ça. Et je lui dis merci de temps en temps en passant. Parce que voilà, je me dis c'est normal que ça se passe comme ça parce que ce genre de message, j'en reçois également énormément. Et voilà comment un jour il m'appelle avec insistance et il demande à me voir. Je lui demande c'est à quel sujet. Il me dit qu'il ne peut pas en parler au téléphone, il faut qu'il me voie, mais c'est très important. Et je lui donne donc un rendez-vous. Et il me dit que il a parlé de l'acte que je posais à son grand-père à lui et que ce dernier souhaiterait me voir pour me dire merci. Bon, de premier abord, je lui dis ce n'est pas nécessaire parce que bon, tu m'as posé un problème, mais je pouvais le faire, je l'ai fait. Mais voilà, c'est bon. Et il insiste pour me dire que son grand-père souhaiterait, parce que dans leur famille, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais de façon exceptionnelle, son grand-père insiste pour me voir. Voilà comment je lui dis, bon, ok, il n'y a pas de problème, bon, je suis là, on peut prendre rendez-vous. Il me dit, en fait, son grand-père est tellement vieux qu'il ne peut pas se déplacer. Donc, il serait préférable, si je peux, que moi, je me déplace pour aller vers lui. Là, ça me dérange un peu. Je lui dis, bon, je vais réfléchir. Et j'en parle à quelqu'un de très proche à moi, qui me retorque que, bon, il n'y a pas de problème, apparemment, parce qu'il n'est pas très loin de là où nous sommes. Et que non seulement je suis en politique et je sais comment c'est, les gens ne se font pas de cadeaux, mais surtout des vieilles personnes comme ça, généralement, ont des dons, elles peuvent prier pour toi, elles peuvent te faire des bénédictions, elles peuvent même prier pour que tu aies la protection contre les attaques, les coups que tu reçois et tout ça. Donc il me convainc et je lui dis, dans ce cas, c'est toi qui m'accompagne. Il me dit, ok, donc on prend rendez-vous et on part voir le grand-père en question. Lorsque nous arrivons, après les civilités, donc les salutations, le vieux demande à ce que les autres se retirent pour qu'on reste à deux. Et ce qu'on fait. Et lorsque nous nous retrouvons à deux, je veux préciser que quand je l'ai vu, à vue d'œil, c'est quelqu'un qui a plus de 100 ans, parce qu'il était très 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 vieux. Très vieux. Franchement, j'avais rarement vu quelqu'un d'aussi vieux et encore en vie. Et il me demande sans détour, qu'est-ce que je souhaite qu'il fasse pour moi. Je lui dis, moi je ne sais pas parce que je n'avais pas prévu cela. En venant ici, j'avais rien en tête. Je suis venu juste parce que son petit-fils lui a dit qu'il voulait me dire merci. Il me dit oui, que c'est sa façon à lui de me remercier pour l'acte de bonté que j'avais posé vis-à-vis de son petit-fils. Je lui dis honnêtement, je ne sais pas. Et voilà comment il me dit, mais lui, il va faire quelque chose pour moi. Mais vu son âge, il ne peut plus se déplacer. Mais il a son fils à lui qui va prendre sa succession par rapport à ses dons, donc à qui il a légué ces dons-là. Et ce fils-là va m'appeler, rentrer en contact avec moi et me dire ce qu'il y a à faire. Ça sera sa façon à lui de me dire merci. Je dis d'accord, donc on prend congé. Par la suite, 2 jours après, je reçois un appel. Et l'appel que je reçois, c'est du jeune homme que j'avais aidé, qui me dit, madame, je vous appelle parce que je suis avec le fils du vieux, effectivement, question dont il avait parlé. Et on doit venir vers vous. Nous prenons rendez-vous, il vient vers moi. Il me dit que le vieux lui a laissé des instructions. Et selon ces instructions-là, nous devons nous rendre à la mer. Donc en bordure de mer. Je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire en bordure de mer? Il me rassure que non, c'est juste pour aller pour aller fixer un contact, en fait, nouer un contact. Et à partir de cela, les choses vont se mettre en place et que ce n'est rien de méchant et tout. Et d'ailleurs, ça va se faire en journée. Je lui dis, ok. Donc le jour du départ, on prend rendez-vous donc pour le lendemain. Le jour où nous partons à la mer, parce que la mer n'est pas du tout loin. Là où il a sauté Kouana, il n'est pas du tout loin de là où nous nous trouvons. Et avant de partir le matin, il me demande à moi d'acheter un téléphone. Pas un Android, donc un petit téléphone de 6-7 000 francs CFA. Ce que je fais.
Il me dit d'acheter également une carte SIM, donc avec un nouveau numéro de téléphone jamais utilisé. Ce que je fais, mais il insiste pour que je le fasse moi-même, que ça ne passe pas entre d'autres mains. Je dis d'accord. Donc en bordure de voie, on a des gens qui vendent les téléphones, on a des jeunes hommes également qui vendent des cartes SIM avec le numéro de téléphone et inscrit au dos du fourreau. Ce que je fais, il me demande de mettre la carte SIM dans le téléphone que je viens d'acheter et d'enregistrer dans mon téléphone le numéro de la carte SIM en question et de l'enregistrer sous un nom que je peux reconnaître, dont je peux me rappeler. Je dis ok, donc ce que je fais. Et donc nous prenons la route et c'est moi qui conduis. Le téléphone est dans mon sac à main. Je suis avec mon ami très proche et avec le fils du vieux plus le jeune homme à qui j'avais rendu service. Donc nous partons. Lorsque nous arrivons à la mer, il me demande simplement de marcher un tout petit peu, de m'éloigner à cause des indiscrétions, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des personnes qui marchent là ou bien qui sont en bordure de mer. Et il était 9h du matin. 9h. Et donc il me dit, bon, vous marchez un peu, juste un peu devant, vous voyez les rochers qui sont là-bas. Quand vous arrivez au niveau de ces rochers, apparemment il n'y a personne qui va vers là-bas. Vous lancez le téléphone dans l'eau. Dans DMG, le monsieur me demande le téléphone que je viens d'acheter à 7000 francs, dans lequel j'ai mis la nouvelle carte SIM et dont j'enregistre le numéro. Il me demande de le lancer dans la mer. Ce que je fais. Mais quand je lève la main, DMG, et que je m'apprête à lancer le téléphone, DMG, il y a une vague qui s'y lève. Environ 5 mètres de hauteur. Mais une vague avec une forme en fait. Une vague avec une forme humaine. Et quand je lance le téléphone, la vague engloutit le téléphone avant même que le téléphone ne tombe dans l'eau en fait. C'est comme si cette vague avec la forme humaine là est sortie de l'eau pour récupérer le téléphone. Et donc ensuite, la vague retombe et puis plus rien. Mais lorsque le téléphone est englouti par la vague qui s'est élevée à 5 mètres de hauteur, DMG, je prends froid de la tête aux pieds. Je suis paralysé sur place pendant quelques secondes parce que j'ai le sentiment qu'une créature est sortie de l'eau à travers ces vagues-là pour récupérer le téléphone. Après quelques secondes, je reprends mes esprits et je retourne vers les autres qui m'attendaient. Et quand je retourne vers eux, je dis au monsieur que c'est fait. Il me dit, bon, à partir de cet instant, considérez que moi, je n'ai plus rien à voir là-dedans. Mon rôle, c'était de faire la connexion entre vous et les esprits qui vont maintenant communiquer directement avec vous sans intermédiaire. Je lui demande, mais quel esprit? Il me dit, ce sont des esprits qui sont dans l'eau et ce sont eux maintenant qui vont se mettre à votre service pour répondre à tous vos besoins. Je lui dis, waouh, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Au départ, il n'était pas question que ce soit ça. Donc je rentre chez moi et je suis très 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 embêté. Et le même soir, DMG, exactement à 23h, je reçois un appel. Je regarde mon écran de téléphone et le numéro de téléphone que j'ai pris le matin, que j'ai enregistré, c'est ce téléphone qui m'appelle. Ça veut dire que le téléphone que j'ai jeté dans l'eau, c'est ce téléphone-là qui m'appelle. Je dis waouh. Après quelques hésitations, je décroche. DMG, la voix que j'entends une voix qui vient. J'ai l'impression que c'est une voix d'outre-tombe en fait. Une voix caverneuse. Une voix qui fait peur. Je ne peux pas vous dire si c'était un homme ou si c'était une femme. Mais cette voix, elle faisait peur. Et la personne me dit qu'ils ont bien réceptionné le téléphone que je leur ai envoyé, qu'ils sont une communauté. Ce sont des esprits, ils vivent sous l'eau et ils se mettent à ma disposition. Et l'appel de ce soir, c'était juste pour établir le premier contact, mais qu'ils me rappelleront le lendemain. Je lui dis, bon, ok. Donc je reste vraiment sans voix. Et puis ensuite, il raccroche.
Alors, le lendemain, je ne dors pas de la nuit parce que je commence à prendre vraiment peur. Parce que c'est la première fois de ma vie DMG que je communique, je vais dire comme ça, avec des esprits, des personnes qui ne sont pas humaines en fait. Le lendemain, à la même heure, donc mon téléphone sonne, c'est le même numéro, c'est la même voix. Et cette créature-là me dit, ok, après avoir noué le premier contact, on voudrait maintenant savoir ce que vous souhaitez. Je dis, bah, je ne sais pas trop. Et voilà comment il me dit, mais vous êtes un personnage politique. C'est ça? Je dis oui. Il me dit, vous savez, on peut faire de vous quelqu'un de grand. On peut faire de vous quelqu'un de puissant. On peut faire de vous quelqu'un d'extrêmement riche que rien ne pourra arrêter. De sorte que vous puissiez aller jusqu'au bout de vos ambitions politiques. Rien ne pourra vous arrêter. Tout dépend de vous. Et cette créature se met à me citer des noms de grandes familles, en fait, des familles dans mon pays, donc de grandes familles qui sont immensement riches, des familles vraiment fortunées. Voilà, qui me dit, mais vous connaissez telle famille? Cette famille-là travaille avec nous. Vous connaissez telle autre famille? Cette famille-là travaille avec nous. Enfin, ce sont des familles fortunées et respectables du pays. Il m'en cite 5. Et il me dit, on peut faire la même chose avec vous sur des générations, mais tout dépend de vous. Je lui dis, ok. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il me dit, pour aujourd'hui, c'est juste un test. Nous allons juste faire un essai. Et cet essai-là va consister à vous donner de l'argent. Mais donnez-nous un chiffre. Peu importe. N'importe quel chiffre vous passe par la tête, donnez-le nous. Je lui dis 200 000 francs et 200 millions de francs CFA. Il me dit, mais vous plaisantez. Bon, nous, on ne fonctionne pas comme ça. On va le multiplier par 3. Donc, on va vous donner, dans 3 jours, vous aurez 600 millions de francs CFA. Mais c'est juste un test que nous faisons pour vous montrer que nous ne plaisantons pas, que nous ne sommes pas là pour nous amuser, mais nous nous mettons à la disposition de quelques personnes qui acceptent en fait de travailler avec nous. Et il me demande donc d'acheter un sac, pas une valise, un sac de voyage, les sacs en tissu avec les fermetures éclair, d'acheter un nouveau sac, de le mettre dans un endroit de mon choix, mais un endroit auquel personne n'a accès, donc un endroit où personne ne pourra trouver ce sac. Et 3 jours plus tard, j'irai dans le même endroit et je vais récupérer le sac avec les 600 millions de francs CFA à l'intérieur. Je lui dis, bon, est-ce que je peux prendre le temps de réfléchir? Il me dit, oui, mais on va vous accorder 24 heures parce qu'il faut faire vite. Ok, nous raccrochons. Mais vraiment, c'est toujours dans la peur et la terreur. Et le lendemain, donc, on me rappelle, la même créature me rappelle toujours du numéro de téléphone en fait que je leur ai donné avec le téléphone. Et voilà comment, quand il me rappelle, il me demande si je réfléchis. Je dis oui. Il me dit, mais avant de donner votre réponse, il faut que vous sachiez que nous le répétons, nous pouvons faire de vous la personne que vous souhaitez être. Une personne célèbre, une personne forte, une personne fortunée. Tout dépend de vous. Et je lui dis, j'ai encore une question à vous poser. Il me dit laquelle? Et je lui demande, c'est vrai, vous m'avez dit tout ça, j'ai bien compris, mais je veux juste savoir quelle est la condition. Donc quel est le prix que moi je devrais payer pour avoir tout ce que vous m'avez dit? Quelle est ma part de sacrifice? Donc tout ça. Et le monsieur, pour ne pas dire l'esprit en fait, me répond, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Mais DMG, ça sonne dans mon esprit comme, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Il me dit, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Là, nous faisons juste un essai pour que vous compreniez de quoi nous sommes capables. Et ensuite, on parlera des conditions. En ce moment, DMG, je comprends que si je m'engage, je ne pourrai plus jamais refaire marche arrière. Et je crois que c'est Dieu qui me permet de rassembler les dernières forces que j'ai, le dernier courage qui me reste.
Et je prends une grande respiration et je dis, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais non, je n'ai pas envie de faire ce décès. Et la créature me dit, vous pouvez répéter. Je dis, non, je n'ai pas envie d'entendre ce que... Je n'ai pas envie de faire ce décès. Et puis, dans un premier temps, elle se met à m'amadouer, me dit, mais ne vous inquiétez pas, de toutes les manières, nous n'allons pas vous demander quelque chose qui vous coûte quoi que ce soit et tout. La preuve, nous sommes en train de faire un essai. Et cet essai-là, c'est juste pour que vous voyez, puis ensuite vous verrez. Et je lui réponds que moi, par principe, je ne m'engage jamais dans quelque chose sans savoir où je vais ou sans savoir ce que ça me coûte. Donc je sens qu'il perd patience et puis il prend congé brutalement de moi, il raccroche. Et donc moi aussi je ne dors pas de la nuit parce que j'ai peur. Donc je me mets à prier, je prie toute la nuit. Je demande pardon à Dieu, je lui demande pardon parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais et tout. Et je lui demande de me protéger et tout ça. Donc le lendemain matin, à 7h du matin, le fils du vieux en question, qui m'avait accompagné en bordure de mer et qui avait établi selon lui la connexion, il m'appelle tout troublé, me demander qu'est-ce qui s'est passé, les esprits ne sont pas contents et tout ça. Je dis, il ne s'est rien passé du tout, sauf que bon, j'ai changé d'avis. Il me dit, non, vous ne pouvez pas changer d'avis comme ça parce que ça ne fonctionne pas de cette manière. Vous êtes déjà engagé, vous avez déjà pris contact. Il essaie de parler, je lui dis non. Moi, je n'ai rien demandé du tout. C'est vous qui êtes venu me chercher, c'est pas moi qui suis allé vous chercher. Mais dans ce cas, il y a des sacrifices à faire, sinon ça va me retomber là-dessus et tout ça. Je dis, ça c'est vous qui voyez, mais moi je ne suis pas intéressé. Parce que en allant voir le vieux, et avec insistance d'ailleurs de votre part, pour moi il n'était pas question que je me mette en connexion avec des esprits qui vivent sous la mer pour nouer un quelconque pacte. Et voilà comment le monsieur également furieux, il raccroche le téléphone et me dit, ça ne va pas se passer comme ça. Excusez-moi. Et donc moi je raccroche et bon, je continue de prier, je continue de demander pardon à Dieu, je lui demande vraiment d'effacer cette page sombre-là, cet épisode sombre de mon existence pour que je puisse avancer. Après cela, je commence par bloquer donc, le numéro de téléphone que j'avais donné à ces esprits-là, par lequel ils essayaient de m'appeler, avec lequel ils m'appelaient. Je le bloque. Je bloque également le numéro du jeune homme. Je bloque également le numéro du fils du vieux. Et puis je vais même jusqu'à changer après. Je casse ma carte SIM et je change de numéro de téléphone. Et voilà, pour le même plus qu'on puisse me joindre de quelque façon que ce soit. DMG, voilà comment s'arrête mon histoire. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. La petite morale, pour ne pas dire la grande morale de cette histoire, c'est que premièrement, le monde des ténèbres recrute. Parce que j'ai compris par la suite qu'ils m'avaient ciblé, qu'ils m'avaient localisé, qu'ils m'avaient choisi et qu'ils voulaient me recruter en fait pour le monde des ténèbres pour que je travaille pour eux. Alors je voudrais demander à tout le monde, tous ceux qui suivent DMG, l'histoire mystique, de faire attention. Parce que l'argent facile, ça n'existe pas. Vendre son âme au diable pour de l'argent, ce n'est pas quelque chose à faire. Merci et bonne journée voilà, à toute la communauté DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonsoir DMG. Une fan depuis le Gabon. Partagez, likez, laissez les commentaires. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes copines. Alors, ma copine, là, on va l'appeler Justine. Justine, c'est une jeune dame qui vit ici au Gabon, qui est au Gabon ici, puisqu'elle vit encore. Justine, elle a pour totem dans leur famille la panthère. Les Gabonais vont se retrouver et ils savent, les Gabonais savent de quelle province je veux parler, qui ont pour totem la panthère. Alors Justine et moi, on était très proches, on est amis, puisqu'elle vit en Europe, mais non. On est amis, tranquilles. On a commencé notre amitié, je pense, en classe de CM2. On a un peu monté ensemble et tout ça, toujours ensemble. On est allé dans le même collège, on est quitté le même collège, on est allé dans le même lycée.
Coïncidence, on était toujours en forme. Comme moi aussi, je suis issue de la même province, donc on avait tissé des liens. Bizarrement, on était nés le même mois et le même jour, mais à des heures différentes. Moi, je suis plus grande qu'elle. Moi, je suis née à 16h, elle est née à 17h. Donc, c'était un peu là. Donc, c'est comme ça qu'on était toujours ensemble. Elle avait pour totem la panthère. Elle avait développé ce côté-là, en fait. De cette province-là, la majorité des femmes et des hommes qui sont dans cette province-là ont ce totem-là. Mais ça dépend maintenant de la manière dont tu développes ça. Il y a certains qui le développent de leur manière, il y a d'autres qui le développent de leur manière. Bref. C'est comme ça que Justine va à mariage dans une autre province aussi, dans un autre truc. En allant au mariage là-bas et tout, la belle famille, elle est rentrée dans une belle famille où c'était vraiment, c'est pas possible. Il y avait la haute sorcellerie. Quand Justine rentre dans ce mariage-là, le mari savait que Justine avait ses choses. Et la femme aussi savait que son mari, Justine savait aussi que son mari avait ses choses. Donc, lorsque Justine accouche de son premier fils, ils ont leur rituel qu'ils font. C'est comme ça que le mari a fait ses rituels à son fils et tout ça. Quand Justine dit, bon, comme toi tu as fait de ton côté, il faut bien que moi aussi je fasse de mon côté parce que cet enfant-là, il est issu de telle famille et de telle province. Le mari refusait. Justine a dit, ok, elle en a fait un peu une histoire là. Sa famille l'a dit, laisse le père de l'enfant et tout ça. Justine a laissé. Le deuxième enfant, toujours la même chose. Le troisième enfant, toujours la même chose. Donc, le quatrième, quand elle tombe enceinte du quatrième enfant, c'est comme ça qu'elle dit à son mari que, ça fait 3 grossesses que je fais l'eau chaude ici. Moi, la quatrième grossesse, là, moi, je vais aller faire ça chez ma mère. Je vais me rendre chez ma mère, je vais accoucher là-bas. Le mari a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le temps que Justine aille chez elle, ils sont restés à charger ses enfants, donc à montrer les enfants la route du vampire. Il les faisait maintenant voyager. Le père aussi était toujours machin. Donc, Justine accouche chez ses parents. Lorsque Justine accouche, Justine a dit à ses grands-parents que, profitez à faire l'enfant le rituel, machin, les rituels là, parce que quand je vais remonter, c'est pas sûr que mon mari va accepter, parce que les 3 premiers là, on ne leur a pas fait ça. C'est comme ça que les parents ont profité à faire ça à l'enfant. Ils ont fini de faire. Justine prend l'enfant 3 mois après. Son mari vient lui chercher et l'amène à la maison. Ils sont là tranquilles. Les choses partaient. Bizarrement, les 3 premiers enfants, quelques années plus tard, plutôt, les 3 premiers enfants, les études, c'était pas vraiment ça. C'était toujours, ça tâtonnait. Mais le petit quatrième était très, très, très intelligent. Très intelligent. Au point où il s'est retrouvé à comment on appelle ça? En première, il avait 18 ans. Non, il n'avait pas 18 ans. Il avait, je pense, 16-15 ans. Il s'est retrouvé en première. Il allait vite avec les études. Il a évolué. Quelque temps après, il a eu son bac et tout ça. Donc, lorsque le père allait pendant les vacances, il n'amenait jamais le petit quatrième. Il amenait toujours ses 3 enfants. Parce que les 3 enfants, c'était ses préférés. Et il savait pourquoi il aimait les 3 enfants. La maman, elle ne faisait pas les différences entre les enfants. Elle aimait toujours ses enfants. Mais par contre, les enfants ne supportaient pas trop leur mère. Donc un jour comme ça, ils sont en train de faire à manger et tout. La mère demande à la fille comment va piler comment on appelle ça, la boulette à ton père. Donc piler comment on appelle ça, la banane. La fille dit non, moi je vais pas piler la banane. En fait, la fille était devenue un peu comme la rivale de son père et de sa mère et tout ça. C'est comme ça que la mère se fâche. La mère lui dit, mais attends, toi tu te prends pour qui dans cette maison? C'est pas parce que tu es grande et tout. La mère parle comme toutes les mamans et tout.
C'est comme ça que la petite lui lance que toi, tu vas me faire quoi? Tu penses que ton petit vampire là peut me faire quelque chose? La mère dit, hein, le vampire de qui? Ça s'est passé comme ça. Elle m'a même appelé ce jour-là pour me dire ça. Je dis, ah, ce sont les paroles des enfants. Mais sinon, lorsque le tout va se calmer, tu fais asseoir l'enfant, tu appelles l'enfant. Donc, ça se passait toujours comme ça. C'est comme ça qu'un jour, les enfants, en faisant leur voyage astral, ils sont tombés. Boum. Leur avion de nuit, je ne sais pas, l'avion de nuit tombe. Boum. Quand l'avion de nuit tombe, l'aîné des enfants, il a fait une mauvaise chute. Donc, quand il fait la mauvaise chute, 2 jours après, dans le monde réel, l'enfant va grimper sur un manguier. L'enfant tombe sur le manguier. Oh, ça ne va pas. Oh. Tatati, tatata, ils ont amené l'enfant à l'hôpital et tout ça. On leur dit là-bas que là, il faut seulement faire des prières parce qu'on ne sait pas. Prière, oh oui. Ah, Seigneur, l'enfant est à l'hôpital. Ça essaie d'aller à gauche, à droite et tout. 2 jours après, le papa fait son voyage. Là-bas, on va lui dire que non. L'enfant là ne peut pas mourir parce que c'est lui notre pilote. C'est lui qui tient l'avion la nuit. Donc, s'il meurt là, on n'aura pas vite notre pilote. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer le vampire. De ton 4e là, tu vas donner ça au premier. Et tu prends le vieux vampire de ton premier, tu donnes ça au 4e. Le père dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est mon enfant préféré, je vais faire ça. Ne sachant pas d'où l'enfant là est aussi. Ne sachant pas que l'enfant, on avait déjà fait un rituel sur lui. Quand le père arrive là-bas, ça fait toc, 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 toc. La mère avait le même truc que son 4e enfant. Donc, elle a ressenti, lorsque le père a d'abord voulu tenter une fois, elle a ressenti. Elle a dit à son mari, arrête ce que tu veux me faire sur l'enfant. Je ne veux pas, laisse-moi mon enfant. C'était maintenant une source de conflit dans leur couple. Parce que quand le père voulait changer, la mère lui défendait toujours son enfant. Donc, c'est comme ça qu'un jour, la mère, en allant au boulot, a laissé son fils à la maison, qui revenait de cours. Cette année-là, il était en terminale, il est revenu de cours, il a posé le sac, il est passé à la cuisine, il a trouvé la viande. L'enfant dit, c'est sûr que c'est maman qui a préparé, puisque la mamie était là et tout, la seule personne qui prépare à la maison, c'est maman. Donc, le père et les 2 autres enfants étaient en complicité. L'enfant est venu, il s'est servi, il a mangé et tout ça. Comme les enfants mangent, il a mangé, il a mangé, il a terminé de manger. Il est allé se coucher dans la chambre. Il a enlevé la tenue. Il était couché dans la chambre. L'enfant a dormi de 13h jusqu'à 13h de l'autre jour. Donc, il n'est même pas allé au cours le lendemain. La mère dit, ça c'est quel sommeil? Ça c'est quel sommeil ça? Quand elle va réveiller l'enfant comme ça, l'enfant est dans le sang qui sort du nez, qui sort de la bouche, qui sort du bas. La mère dit, ça c'est quelle histoire ça? Donc au même moment, la mère tape la poitrine. Elle tape sa poitrine, boum, pour sortir dans... Paraît-il, c'est comme ça qu'ils sortent. Elle tape sa poitrine. Elle voit que non, le père a changé de vampire. La mère dit, quoi? L'enfant de qui? Donc c'était devenu une guerre entre le mari et la femme. La femme dans leur vampire là-bas, elle traverse, elle va trouver le mari là où le mari se trouve, avec le truc de l'enfant. Le père était en train déjà de faire l'échange. La mère a dit, tu vas changer le truc de qui? Ils ont commencé à discuter le truc là-bas. Les voisins d'à côté disent que le bruit qu'il y avait dans la maison, un bruit pas possible, une bagarre comme c'est pas permis. Le mari et la femme. Tout. Ça c'est quel bruit? Les voisins viennent cogner. Pendant ce temps, le fils était couché.
Le troisième fils était couché dans une mare de sang. L'autre là-bas était couché à l'hôpital. Donc le père et la mère se bagarraient dans une autre sphère. C'est comme ça que la mère lui dit, ah ok, donc tu veux me défier. Je vais te montrer que je reviens de telle province. Elle a tapé le truc. Voum, panthère. Elle a bondi sur le mari. Déchiqueté le mari. Déchiqueté le mari. Donc, pendant que les gens le voyaient dans le taxi, en fait, je ne sais même pas comment vous dire ça, le chauffeur, les autres passagers dans le taxi voyaient le monsieur. Mais le monsieur est en train de faire des trucs bizarres dans le taxi. Quand le monsieur sort du taxi, pour dire qu'il traverse la route, on ne sait pas, il a fui, on ne sait pas ce qui le poursuivait. Quand il sort du taxi, il veut traverser la route. Un groumier qui revient, c'était la zone du 8. Un groumier qui revient de je ne sais où, chargé avec ses billes de gourmet, et passé sur le monsieur. Vroup. Pâté. La femme est revenue en elle depuis la maison. Elle est revenue, elle a replacé son truc à l'enfant. Bon, à peine l'enfant va essayer de se lever. C'est après maintenant qu'elle appelle, après avoir fait tout ça, qu'elle appelle maintenant. Elle va dire, oh non, j'ai trouvé l'enfant. Il est en train de vomir le sang. Amenez-moi à l'hôpital. Ils ont amené à l'hôpital et tout. Ils ont dit, en allant à l'hôpital, ils ont vérifié l'enfant. Ils ont dit, mais l'enfant n'a rien. C'est ce qu'il a dit, manger quelque chose qui n'était pas bien et tout ça, la machin. Au même moment, on appelle la femme pour dire que, oh, il y a ton mari qui a fait un accident grave ici. Mais on ne pouvait pas l'expliquer que le mari était devenu le pâté pour chien. Mais la femme savait que c'était elle qui avait déchiqueté de son mari comme ça, dans les hautes sphères là où ils étaient. À peine elle raccroche, elle raccroche le téléphone sonne. Quand elle décroche encore, on lui dit non, son enfant même, son premier, qui est couché à l'hôpital, qui est tombé du manguier, ils ont fait l'accident dans les hautes sphères, est décédé aussi. Donc la dame s'est retrouvée avec 2 corps. On n'arrivait pas à expliquer ça. C'est quelques années après que ma copine me fait signe de l'histoire. Depuis la France, elle m'appelle de la France puisqu'elle vit maintenant en France. Elle me dit, tu te rappelles qu'il y a eu ça. J'ai dit oui, parce que je l'avais assisté pendant ces 2 décès-là. Elle me dit, bon, assois-toi, je vais te dire. C'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça. J'ai dit, quoi? Elle me dit, oui, j'ai géré ça comme ça. C'est comme ça. Et son fils, son 3e fils, il vit en France, il travaille en France, il fait tout en France. Parce qu'après l'enterrement du mari de son premier enfant, de son premier fils, elle a essayé d'encadrer les 2 autres qui sont restés, mais les 2 autres, ça ne pouvait pas, parce qu'eux, ils faisaient partie d'un autre monde. Les 2 autres sont restés du côté paternel. Elle a pris son premier fils. Elle est partie en France, elle a refait sa vie. Et voilà, c'est comme ça qu'elle m'explique ça. Elle m'a expliqué ça récemment, là, ça fait peut-être 1 semaine. Elle m'a expliqué que non, voilà ce qui s'est passé réellement. Je lui dis, donc tu es comme ça? Elle me dit, maman, elle me dit, nous tous on a ça. Mais ça dépend de la manière dont tu l'utilises. Il y a des gens qui l'utilisent de la mauvaise façon. Il y a des gens qui l'utilisent de la bonne manière. Donc, ne négligez personne et faites toujours attention. Même votre propre mari, même votre propre femme, il ne faut pas faire confiance. Faites confiance en Dieu. C'est à lui seul qu'on doit faire confiance. Sur ce, partagez, likez, laissez les commentaires. Une fan depuis le Gabon. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.